Eh bien, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour ce direct et ce 11e forum des clubs. Bienvenue à ceux qui nous suivent bien en direct via les réseaux sociaux, via FFS TV, naturellement. Et puis, bonsoir au public qui est avec nous ce soir, ici, au siège de la Fédération française de ski. Pour le public qui est avec nous, parce que ce sera un peu plus difficile de l'autre côté bien de l'ordinateur. Est-ce que vous allez bien ? Oui, et ben bienvenue, voilà, on se chauffe, on est heureux de vous voir à la fois en digital et en présentiel ce soir pour ce 11e forum des clubs. Un programme dense, j'en parlerai dans quelques instants, mais avant cela, quelqu'un qui ne peut être avec nous ce soir a tenu à vous adresser ces quelques mots, il s'agit de Fabien Saguez. Bonsoir à tous. C'est malheureusement avec un immense regret que je ne suis pas des vôtres ce soir. Vous savez, le Forum des clubs, c'est vraiment une grande importance pour moi. Ça fait plus de 10 ans qu'il est organisé. Donc c'est forcément un moment fédérateur. C'est un moment important dans la vie de la fédération. Je remercie à toutes les personnes qui sont présentes sur place, ceux qui sont connectés, aux équipes d'organisation, particulièrement à Pixpocket, et puis à l'ensemble du personnel de la fédération qui participe à la bonne organisation de ce forum des clubs. C'est le coup d'envoi de la saison. C'est important de tous se mobiliser. Le forum des clubs, c'est cet endroit dans lequel on va à la fois s'imaginer la saison qui arrive et puis faire le bilan de celle qui est passée. C'est toujours le moment où on remet un peu les compteurs à zéro. Évidemment, on espère que ce début de saison sera chargé de neige. C'est notre rêve à tous. On va bien évidemment célébrer un anniversaire incroyable cette année. C'est les 100 ans de la fédération. Vous l'avez vu à travers la communication digitale de la fédération. Évidemment, on a ponctué l'histoire de la fédération à travers l'ensemble de notre communication, de nos posts. On veut arriver à vous rendre fiers de notre fédération et que vous soyez fiers d'être licenciés à la fédération. Qui plus est, quand vous êtes engagé, bénévole, investi dans la direction et dans la gouvernance de vos clubs ou de vos comités de ski. Évidemment, on aura pour fil rouge ces 5 prochaines années l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes. C'est forcément une immense et belle nouvelle que d'avoir l'organisation de ces Jeux Olympiques. Ça sera la 4e fois que la France organisera des Jeux Olympiques d'hiver. Dieu sait si pour nous, ça va nous permettre de capitaliser, de continuer à aller de l'avant sur le développement de la fédération et de ses licenciés. Évidemment, je vous remercie tous. Je vous souhaite un immense plaisir de participer à ce forum et puis que tout se passe bien et passer une bonne saison. On peut applaudir en effet le président, passer une bonne saison, il l'a dit, continuer à faire évoluer la fédération, mais vous allez le voir tout au long de cette soirée, un bon nombre de sujets vont nous faire voir que la fédération avance naturellement. Quelques mots sur le programme de cette soirée, on va parler naturellement de cette rentrée avec les nouveautés et puis quelques rappels dans quelques instants. On parlera de formation et d'accompagnement des structures, on parlera également du centenaire de la Fédération française de ski et puis on parlera des grands événements en général avec naturellement l'héritage. N'hésitez pas tout au long de cette soirée à poser vos questions via le chat. Vous pouvez vos questions, on en prendra quelques-unes également dans l'Assemblée. Et puis toutes les questions auxquelles on ne pourra pas répondre, eh bien celles-ci seront adressées aux différentes personnes de la fédération afin de vous apporter naturellement les réponses les plus précises. Avec moi en plateau, David et Prune. Comment allez-vous ? Ça va ? Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison, l'un et l'autre. Bonsoir. Vrai plaisir. Prenez David, on se retrouve donc comme tous les ans bien, pour ce forum des clubs. C'est désormais classique, je dirais, de revenir chaque début de saison sur les nouveautés, notamment réglementaires, qui vont marquer la saison Prune qui ouvre tout prochainement. Exactement, Sébastien. Ça faisait partie des nouveautés l'an dernier. Cette année, ce n'est pas spécialement nouveau, mais on vous rappelle que la délivrance des licences débute dès la semaine prochaine, début octobre, et que par contre, toutes les licences de l'an dernier sont encore valables jusqu'au 14 octobre au soir, y compris l'assurance, et que donc ça laisse une période de 15 jours tranquillement pour renouveler les licences sans stress. Donc retenez bien cette date. Début de délivrance 1er octobre et jusqu'au 14, elle est encore valable. Voilà,
premières informations. Et du coup, quelle est la principale nouveauté pour cette rentrée, David? C'est difficile de hiérarchiser parce qu'il y en a plusieurs. Il y a pas mal de nouveautés à chaque début de saison. Mais je crois pouvoir dire que la principale évolution cette saison va concerner l'évolution du programme d'assurance à travers la réforme de ce programme. Est-ce que vous pouvez, tout d'abord, avant qu'on rentre dans le détail, nous rappeler ce que cela englobe en termes d'assurance? Oui, c'est important de bien se rappeler que le programme d'assurance des licenciés de la fédération couvre 2 champs assurantiels. Le premier, ça concerne la responsabilité civile. La responsabilité civile, elle est là pour couvrir les dommages qu'on cause à autrui. Par exemple, je blesse un autre usager des pistes, ma responsabilité civile va être engagée et la couverture d'assurance responsabilité civile est là pour réparer les dommages que je cause à autrui. Cette responsabilité civile, elle est obligatoire au titre du Code du sport. C'est la loi sur le sport qui impose aux fédérations de couvrir en responsabilité civile l'ensemble de leurs activités et celles de leurs licenciés. Donc, ça, c'est la première partie de la couverture d'assurance. La deuxième partie de la couverture d'assurance, c'est ce qu'on appelle l'individuel accident, et elle est faite pour réparer ses propres dommages. Donc, à travers cet individuel accident, on couvre les frais de secours sur piste, les frais de soins, voilà, c'est les principales couvertures d'assurance qu'on trouve sous cette appellation. Alors, on la trouve souvent aussi sous l'abréviation IA. Faut pas confondre. Donc, il y a la RC et l'IA. Cette IA, cette option d'assurance, elle est optionnelle, elle reste au choix du licencié. Alors, vous verrez qu'on propose, comme d'habitude, plusieurs options d'assurance, avec quelques nouveautés cette année, mais c'est au choix du licencié. Est-ce que la compagnie d'assurance a changé cette année? Alors, la compagnie d'assurance va changer au terme d'un appel d'offres qu'on a lancé pour organiser cette réforme du programme d'assurance. Plusieurs compagnies d'assurance ont répondu à notre appel d'offres et on a évidemment retenu celle qui nous paraissait, sur le plan tarifaire et sur le plan des couvertures d'assurance, la plus avantageuse pour nos clubs, pour nos licenciés et pour la fédération. Donc la compagnie d'assurance sera désormais unique pour l'ensemble des programmes d'assurance, responsabilité civile et individuel accident. Il s'agit de la compagnie Allianz. Donc c'est le même assureur, c'est ça en fait. Voilà, ce qu'il faut bien voir, c'est que on change pour l'individuel accident d'assureur, mais en fait Allianz était déjà notre assureur sur la partie responsabilité civile, donc il nous connaît bien, pas d'inquiétude par rapport à ça. Et par ailleurs, et c'est très important, en fait en termes d'assurance, le premier contact des licenciés, le premier contact des clubs, c'est pas l'assureur, c'est notre courtier. Et notre courtier ne change pas, ça reste Verspiren. Donc, concrètement, par rapport à ça, ça n'a pas d'influence pour vous au sein des clubs et pour le licencié. Donc pas d'inquiétude. Au-delà d'un nouvel assureur, j'imagine qu'en termes de garantie, vous êtes attaché à tout ça, David? Bien sûr. On a évidemment, à travers cette réforme, réfléchi à un lifting de nos options d'assurance. Déjà pour rendre notre sinistralité meilleure aussi pour l'avenir. Et on s'est aussi attaché à réformer notre programme d'assurance pour que chacun puisse trouver dans ses programmes d'assurance l'option qui lui paraît la plus appropriée à sa pratique. Si on s'intéresse à ces tableaux de réforme, Prune, quels sont les sujets à mettre comme l'a dit David? Très simplement, comme l'a dit David, vous voyez sur le tableau du haut que jusqu'à présent, selon le type de licence, certaines options d'assurance étaient possible ou pas. C'était un petit peu compliqué. Il y avait notamment l'option Optimum qui n'était pas ouverte aux loisirs. Donc, à partir de cette année, et c'est vraiment ce qui va changer, l'ensemble des options d'assurance sont possibles avec tous les types de licences. Donc, ça veut dire que notamment, les compétiteurs peuvent prendre y compris la primo et la médium, et ça veut dire que les loisirs peuvent aussi prendre l'optimum.
Comme vous le voyez sur le tableau, on a supprimé l'option fonds médium, qui était une option d'assurance proposée jusque-là. Alors, on a eu des échanges sur ce sujet. Concrètement, c'est une volonté de rationaliser l'ensemble du programme. On souhaitait vraiment que toutes les options puissent être souscrites par l'ensemble de nos licenciés, alors que la fonds médium était associée qu'à la licence loisir jusqu'à présent. Et puis c'est vrai que nos licences sont là pour couvrir l'ensemble des disciplines et des pratiques de la Fédération française de ski. Et donc il s'agissait bien pas d'une licence fonds, mais uniquement de l'option d'assurance. Et ça n'avait pas forcément de logique uniquement pour un type de pratique, le fonds. Donc cette option est supprimée. L'option alpinisme, escalade, varap aussi, mais celle-là, on la livrait vraiment quasiment plus du tout. Une dernière petite précision peut-être concernant la licence famille. Alors jusqu'à présent, la licence famille, elle était ouverte uniquement avec une assurance médium. À partir de cette année, comme pour tous les autres types de licences, c'est possible avec une primo, une médium et une optimum. Par contre, un petit détail, mais qui a quand même son importance, tous les membres de la famille doivent avoir la même option d'assurance. En termes de simplification. Toutes ces informations, on les retrouve, je crois, sur le site internet, c'est ça? Tout à fait. On ne va pas rentrer trop longuement dans le détail de toutes ces garanties d'assurance. Il y a des choses assez détaillées. Vous retrouverez tout sur le site internet, sur la boîte à outils. Vous avez alors évidemment la notice d'information licence qui détaille tout. Vous avez aussi le fameux poster avec le détail des types de garanties. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'option primo, c'est l'option vraiment le minimum qui permet de couvrir les frais de secours. Mais par contre, il n'y a pas de garantie pour tout ce qui est frais médicaux, invalidité, décès, forfait. Ouais. Et par contre, médium et optimum, là, tout est couvert et ce sont les niveaux de garantie qui vont augmenter. Médium, c'est un niveau 1 et optimum, c'est un niveau 2, donc des garanties plus élevées. Dernier petit point, si vous souhaitez aller encore au-delà dans les niveaux de garantie, c'est possible avec l'option Gold, qui est une surassurance. On se doit toujours de pouvoir proposer plus. Donc voilà, si vous avez besoin, alors notamment quand on va beaucoup à l'étranger, et dès qu'on va à l'étranger, on sait que ça peut tout de suite, un accident peut coûter cher, et l'option Gold peut permettre d'avoir encore des garanties supplémentaires. Vous parliez du côté Gold, ça en appelle à des réflexions, et la première que je vais poser à David, et en termes de tarifs. Donc. Alors, les tarifs... Bonne question. Avant de parler des tarifs, je voulais revenir sur le tableau rouge et faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, vous voyez maintenant que, quelle que soit la licence, quel que soit le type de pratique, on ait une licence compétiteur, dirigeant ou loisir ou famille. Donc, l'ARC, la partie RC uniquement qu'on voit dans cette colonne qui s'appelle comme ça dans nos documents. Ça, c'est une garantie qui est obligatoire. Donc, elle est forcément incluse dans le tarif de la licence. Et ensuite, quel que soit mon type de licence, je peux choisir entre l'option individuelle accident, primo, médium ou optimum. Voilà, Gold. À propos des tarifs... Oui, justement. Alors, toutes les fédérations... aujourd'hui, sont confrontées à la même problématique en termes d'assurance. C'est l'évolution des coûts. Nous, particulièrement sur les frais de secours, notamment, les frais d'ambulance, les frais de secours sont en pleine explosion, les frais de soins également. On voit bien que dans la vie quotidienne de tous les jours, tout augmente. Du coup, notre sinistralité était dégradée, puisqu'on était régulièrement avec un rapport sinistre à prime défavorable. Et évidemment, on a dû revoir les tarifs d'assurance. On a évidemment retenu les meilleurs pour l'ensemble de nos licenciés, mais on s'attendait à une augmentation des tarifs d'assurance. Ça a été le cas. C'est commun à toutes les assurances ski
qu'elles soient propres à la fédération ou portées par des comités de ski, on pense au carré neige notamment, ou d'autres assurances propres au ski, mais c'est commun au sport en général. Donc on connaît une évolution des tarifs d'assurance. Ouais, qui sont communs sur le sujet. Vous avez dit que l'assurance était optionnelle, on en a parlé. Moi, je me retourne et on a pas mal de clubs et à distance, il y a quelques questions qui commencent d'ailleurs à arriver sur ce sujet de l'assurance. Que doit faire le club? Alors, c'est vrai que c'est optionnel. Donc, on a l'obligation, et vous avez l'obligation en tant que club, de proposer ces options d'assurance à vos licenciés. Mais comme le rappelait David, le licencié a toujours la possibilité de choisir de ne pas prendre d'assurance IA. Et vous avez vraiment l'obligation de le tenir informé, de lui proposer, et notamment de lui délivrer la notice d'information licence. C'est là-dessus qu'il y a l'ensemble des infos. Et ce qui est très important, c'est de garder la preuve que vous avez bien remis ce document au licencié. Ça se fait par le biais du petit coupon détachable qui est à la fin et qu'il faut bien récupérer. Chacun de vos licenciés doit le remplir, signer, et vous les récupérez, vous les conservez. Pourquoi, concrètement, pour illustrer, le risque, c'est que s'il y a un accident un jour avec l'un de vos licenciés et qu'il considère qu'il n'est pas assez bien couvert par l'assurance qu'il a souscrite, parce que il va avoir des frais qui ne vont pas être couverts par l'assurance, l'option qu'il aura retenue, eh bien, il pourrait se retourner contre vous en vous reprochant concrètement de ne pas avoir pris la bonne formule d'assurance. Et donc ça, c'est vraiment très important d'avoir ce document-là. C'est un peu fastidieux, c'est lourd, mais vraiment, ça vous protège. Et si conserver ce doc papier est compliqué, le système de délivrance en ligne, on va y revenir dans un instant, permet justement de ne plus avoir à délivrer ça et de conserver la preuve informatiquement que le licencié a bien été informé et qu'il a fait son choix en toute connaissance de cause. Il faudra conserver donc ce coupon détachable. Vraiment très important. On a une question. Serait-il possible de rappeler que l'assurance adossée au pass découverte est désormais l'option primo, car ce n'est pas mentionné très clairement? Si je prends la question de Arnaud du Ski Club Audois. Je ne sais pas. Voilà. Arnaud, merci de repréciser sur le chat votre question, parce qu'on ne sait pas tout à fait. Voilà. Alors, il y a une spécialiste de l'assurance à la Fédération française de ski, c'est Gaëlle Saugneau, qui est dans la salle et que je remercie pour tout ce qu'elle fait pour nous. On reviendra vers vous précisément pour retrouver ce qu'il y a concrètement dans la primo et dans l'assurance qui est reliée au pass découverte. Ça tombe bien, on va parler maintenant de certificat médical et du questionnaire de santé, avec les évolutions réglementaires pour cette saison. Il y a déjà des questions, donc on va en prendre. C'était même avant que vous en parliez, les questions arrivaient déjà sur ce sujet. Donc ça tombe plutôt bien. Je crois qu'on en parle toutes les années. Ça n'est pas faux. On en parle effectivement tous les ans. Alors cette année, il y a les évolutions, vous allez voir, elles sont minimes pour le coup. Je tiens quand même à préciser que la fédération fait partie des fédérations motrices dans la simplification de ce certificat médical pour alléger la charge des clubs. On a fait partie des fédérations pionnières. Ouais, pas forcément pionnières, mais qui ont fait un gros lobbying auprès de nos parlementaires, et notamment auprès d'une commission au Sénat, pour faire en sorte que le dispositif lié au certificat médical soit allégé au maximum, parce qu'on estimait que la pratique en club, elle n'était pas différente finalement de la pratique sportive à l'école ou dans certaines autres associations sportives. Et on a vraiment poussé pour qu'on arrive à cet allègement de cette obligation de certificat médical. Alors on n'est pas arrivé tout à fait jusque là où on souhaitait, mais je pense qu'il y a eu quand même de grosses améliorations, et je pense que les clubs l'ont senti. C'est important de le préciser parce que ça a été un gros travail.
Donc on y est prêt. Rien ne change. Voilà. Presque. Et concrètement, par rapport à l'an dernier, rien ne change. On distingue les mineurs des majeurs. Si je suis mineur, je renseigne un questionnaire de santé uniquement. Si je suis majeur, ça dépend du type de licence que je souscris. Pour tout ce qui est licence loisirs dirigeants, on ne demande plus rien du tout. Et par contre, pour les compétiteurs, il y a à nouveau un questionnaire de santé qui est proposé. Simplement, et on nous le pose tous les ans, il y a aussi le cas particulier du biathlon. Biathlon, utilisation des armes à feu. Dans ce cas particulier, là, le certificat médical reste strictement obligatoire pour tout le monde, tous les ans. Et on propose cette année un modèle de certificat médical que vous pouvez retrouver dans la BAO. Ce modèle n'est pas obligatoire, c'est un modèle que les clubs et les licenciés ont la possibilité d'utiliser. Vous retrouvez, comme d'habitude, également dans la BAO, les 2 posters qui récapitulent la situation selon qu'on est mineur ou majeur. Petite question justement sur le sujet avant de basculer sur la prise de licence. Prise de licence, compétiteur alpin et loisirs, toujours pas besoin de certificat médical, point d'interrogation. Aucune formalité sur le sujet, même pas un mot du licencié disant qu'il estime être apte à pratiquer. Alors, si c'est un licencié loisir, quelle que soit la discipline, encore une fois, nos licences sont délivrées toutes disciplines, donc, sauf pour du biathlon, un licencié loisir, il n'y a rien besoin de lui demander. Après, c'est aussi dans les échanges que vous pouvez avoir avec vos adhérents, bien sûr que vous pouvez discuter avec des personnes. Si pour certaines, vous avez des doutes, vous pouvez aussi les encourager à aller voir leur médecin. Ça, il n'y a aucune difficulté. Mais réglementairement, aucun besoin ni de certificat médical, ni de questionnaire de santé. Merci beaucoup. On a une question dans la salle. On va vous apporter dans quelques instants un micro. Hervé va se diriger vers vous, voilà, et il va vous apporter le micro pour une question dans la salle sur ce sujet des assurances. Dites-moi. Bonjour, Ghislaine, je suis présidente de ski club qui s'appelle Ski Cool à Sevrier. Ça m'interpelle le questionnaire de santé pour les mineurs, parce qu'il me semblait que justement, en scolaire, ils n'ont pas forcément besoin non plus, à part pour des histoires un peu personnelles des profs. Mais moi, je fais partie d'une autre fédération, et pour les mineurs, on n'a pas de questionnaire de santé, on n'a rien du tout. Alors, je suis désolée de vous dire que c'est l'autre fédération qui en fait, les mineurs, c'est le seul truc qui est encore réglementé par le Code du sport. Ouais. On n'a pas la possibilité, nous, de changer la réglementation du certificat médical pour les mineurs. Le questionnaire de santé est imposé. Par contre, les fédérations ont la main sur la partie des majeurs, et c'est là où la Fédération française de ski, avec sa commission médicale, a fait le choix que pour les licenciés loisirs et dirigeants, il n'y ait plus besoin de rien du tout. Par contre, pour les mineurs, on n'a pas la main, et ça, c'est le Code du sport qui nous impose le questionnaire de santé. Et d'ailleurs, le questionnaire en lui-même est annexé au Code du sport et il est repris dans nos documents. Voilà pour cette question. Une toute dernière et on bascule. Certificat pour le biathlon, si on ne fait qu'avec de la carabine laser ou du plomb et pas de la carabine 22, est-ce que c'est obligatoire également? Alors... Vous avez 4 heures. Non. Oui. Aujourd'hui, en tout cas à la fédération, alors quand c'est vraiment uniquement une séance d'initiation de tir laser, ça de toute façon, on ne demande pas des certificats médicaux pour ces situations. Par contre, pour une pratique régulière en club, quel que soit le type d'arme, on demande un certificat médical. Pourquoi? Parce que concrètement, l'objectif, c'est d'évoluer dans sa pratique et que vous avez peut-être pas pensé en cours de saison que l'enfant qui a commencé en carabine à plomb, quand il passe à la 22 long rifle, il faut lui demander un certificat médical. Donc, autant le demander tout de suite, vous êtes couvert immédiatement. Là aussi, c'est le Code du sport qui précise qu'il existe des disciplines à contraintes particulières, et le biathlon en fait partie, puisqu'on y utilise des armes à feu. C'est très clair. Merci pour ce premier sujet. Je vous propose maintenant de basculer vers toujours sur les évolutions réglementaires de cette saison 2024-2025, de parler de la réforme de la gouvernance. Et pour en savoir plus, on regarde ces évolutions en images.
La gouvernance de la Fédération française de ski a été modifiée en juin 2024 et sera mise en œuvre à partir de juin 2026. Par gouvernance, comprenez la manière dont sont élues et fonctionnent les instances fédérales, comme l'Assemblée générale ou le comité directeur, et de quelle façon sont prises les décisions. Pourquoi cette réforme ? Pour être en conformité avec la loi, modifiée en mars 2022, pour améliorer la manière dont sont prises les décisions stratégiques et pour une plus grande implication des clubs. Voici les 3 grands changements. Le vote direct des clubs. À partir de 2026, tous les clubs voteront lors de toutes les AG FFS. Concrètement, c'est le président du club ou son représentant qui votera par voie électronique. L'AG sera composée de 50% de représentants des clubs et de 50% de représentants des comités de ski. Une licence égale une voix. Désormais, lors des votes en assemblée générale, chaque club et chaque comité de ski disposera d'un nombre de voix égal au nombre de licences délivrées par son club ou son comité, sans aucune pondération des voix. La FFS réaffirme ainsi être la fédération de toutes les pratiques, du loisir au haut niveau. Modernisation des instances. En 2026, les instances de la FFS feront peau neuve afin de favoriser les débats stratégiques et faciliter une prise de décision plus fluide. Le comité directeur, principal organe dirigeant de la fédération, aura une composition resserrée et strictement paritaire de 25 membres. Il sera créé un bureau exécutif composé de 8 membres issus du comité directeur en charge de la gestion courante de la fédération. Enfin, un conseil d'orientation et des territoires, organe consultatif et indépendant du comité directeur, composé notamment d'un représentant de chaque comité de ski, sera garant du lien entre la fédération et les territoires. L'ensemble de ces réformes seront mises en place lors des prochaines élections en 2026. La nouvelle gouvernance de la FFS donnera plus de poids au club. Alors impliquez-vous pour porter la voix de votre club et de ses adhérents. Impliquez-vous, c'est dit à la fin, avec un numéro de téléphone que vous pourrez retrouver naturellement sur le site internet Labéo, celui de Prune, afin de vous impliquer dans le cadre de cette réforme. David, certains éléments qu'on vient de découvrir sont déjà en vigueur et vont un peu évoluer. Vous allez dans le sens de l'adoption d'une loi et des changements qui sont liés aux gouvernances des fédérations, c'est cela ? C'est exactement ça. On l'a vu, la loi du 2 mars 2022 impose à toutes les fédérations sportives une réforme de leur gouvernance à travers plusieurs thématiques. Ouais. On a déjà mis en œuvre une partie de cette réforme à travers notamment la représentation des athlètes de haut niveau au sein du comité directeur, la représentation aussi des officiels, et puis la représentation des encadrants bénévoles avec des sièges au comité directeur. D'ailleurs, ils siègent déjà au sein de notre comité directeur. Donc, une partie de la réforme est déjà acquise et actuelle. Et puis, une autre partie de la réforme qui va se mettre en œuvre à l'occasion, juste après les élections de 2026. À savoir que cette réforme va ensuite se décliner au niveau des territoires. Et donc maintenant, on va travailler cette année pour mettre à jour la gouvernance des comités de ski. Et on retravaillera également les modèles de statut pour les clubs. Donc sachez que c'est quelque chose qui va continuer à évoluer. On reviendra vers vous sur ces sujets-là dans les mois et l'année à venir. Voilà pour ces évolutions réglementaires autour de la gouvernance. Quoi de neuf du côté du numérique, cette fois-ci avec, là encore, des évolutions? Des évolutions, mais globalement une volonté de rester sur notre schéma. Tous les ans, on propose des choses nouvelles. Je vous rappelle globalement, là où vous retrouvez en tant que dirigeant de club, vraiment la majorité des informations, la boîte à outils sur lequel il y a également un générateur de site internet et puis toute une stratégie de contenu de la communication fédérale avec un certain nombre de vidéos, de pastilles pour les réseaux sociaux, d'images, de photos pour inciter à rejoindre votre club. J'indique également que dès aujourd'hui, vous retrouvez dans la boîte à outils alors, tout un tas de documents concernant la nouvelle saison qui ouvre. Donc là, je vous invite vraiment à aller regarder tout ça en détail
détail d'ici la semaine prochaine. Et puis, on a mis aussi en ligne des fiches sur le mécénat qui nous étaient demandées depuis un petit moment. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, allez-y dès ce soir. Très très bien, on va maintenant parler, c'est la 3e année, David, qu'on délivre des licences en ligne. Où en est-on de ce dispositif? Et ça tombe bien, à l'instant, Patrice Doron me demandait si cette prise de licence en ligne était obligatoire. On ne va pas tout d'abord répondre à cette question, mais on va d'abord parler de ce dispositif et faire un premier bilan. Ce dispositif, il est indispensable, voilà, parce qu'il répond à des nouvelles tendances, souscription. C'est l'évolution de la société qui nous l'impose, faciliter la vie de nos licenciés, mais aussi de nos présidents de clubs et puis de tous ceux qui sont en charge de la délivrance des licences au sein des clubs. Ça a été un très gros travail, on ne s'en rend pas forcément compte comme ça, mais la mise en place d'un dispositif, ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Alors, évidemment, on a été confronté à quelques réticences. Le changement, souvent, ça. Oui, c'est propre au changement, effectivement. Mais je pense que à l'occasion de ces dernières années, tout le monde s'est bien rendu compte qu'on n'était pas avec une volonté d'imposer un système, mais plutôt de proposer un système efficace qu'on améliore petit à petit encore. Et puis, le système, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il fonctionne plutôt bien, puisqu'on est sur une progression assez considérable du nombre de licences souscrites en ligne. Donc, c'est que ça répond à une véritable demande. Et on répondra à la question sur l'obligation. Pour lui répondre, non, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui d'activer ce dispositif. On vous invite à le faire. On vous invite surtout à le faire dans des modalités qui correspondent à votre club. Et ça, c'est à vous de décider de ces modalités. Si vous avez des questions, des doutes, vous voulez savoir comment d'autres structures font, n'hésitez pas à nous appeler, on peut aussi en discuter. Il y en a qui sont passés tout en ligne, il y en a qui font en ligne les renouvellements et pas les nouvelles adhésions, il y en a qui font en ligne, mais ça se passe quand même à la permanence, ils voient les gens et par contre chacun prend en ligne. Je vous rappelle que ça permet notamment de s'abstenir de récupérer le coupon détachable. Il y a en fait plein de modalités de délivrer des licences en ligne directement via l'espace licencié. Donc, allez voir, appelez-nous. Et l'objectif, c'est petit à petit d'augmenter ce nombre de licences délivrées en ligne, mais ce n'est pas obligatoire. Ça roule aujourd'hui. En termes de chiffres, on passe de quoi, 14 000, c'est ça? On est à 14 000 quasiment, oui, c'est ça? Avec l'objectif de tendre vers les 20 000. Voilà, mais on augmente petit à petit, enfin même sérieusement tous les ans. Les nouveautés du numérique, c'est sur également l'espace licencié. Pas de gros changements. Idem, ça, Prune? Non, pas de gros changements sur l'espace licencié. Je vous invite vraiment chacun à aller voir. Petit à petit, on enrichit en fait cet espace. Là, il y a un espace prévention qui a été créé. Il y a aussi la déclaration d'accident qui intègre. Voilà. À nouveau, là, notre objectif, c'est de l'enrichir au fur et à mesure et que de plus en plus de nos licenciés y accèdent et y trouvent du contenu d'intérêt. Il faut aller voir. Cet espace, il est personnel, propre à chaque licencié. Donc, tout le monde peut y retrouver ses propres informations. Permet de renouveler sa licence aussi. Moi, j'invite tous les licenciés à renseigner leur propre espace. Ça nous permet aussi, nous, de mieux connaître nos pratiquants, leur type de pratique, les clubs dans lesquels ils sont. Donc, c'est intéressant pour nous aider encore une fois, à améliorer l'offre. C'est important. Donc, j'invite l'ensemble des licenciés à bien renseigner les disciplines pratiquées et puis à actualiser leur espace qu'on va, encore une fois, comme pour la délivrance des licences en ligne et tout ce qui concerne le numérique, améliorer et enrichir au fur et à mesure des saisons. Donc, il y aura encore des nouveautés les saisons prochaines au sujet de cet espace licencié. Vous avez entendu le message, mettez à jour vos profils, s'il vous plaît. David vous appellera d'ailleurs si vous le faites pour vous remercier. C'est une plaisanterie naturellement. Quand on parle de l'espace licencié, c'est aussi une application sur mon portable ou pas? Alors, ce n'est pas une application que vous pouvez retrouver dans les stores.
concrètement. Par contre, oui, vous pouvez l'installer sur votre portable et je vous invite à le faire. Vous êtes dans la salle. Si vous allez sur l'espace licencié via notamment la home du site de la fédération, eh bien vous voyez qu'il y a un petit onglet ajouté à l'écran d'accueil et donc vous pouvez l'intégrer directement sur votre téléphone. Ça va apparaître comme une application. C'est très pratique. Vous pouvez y aller directement quand vous le souhaitez. Et puis ça permet également d'envoyer des notifications, qui est un service qu'on est en train de développer là sur une version un petit peu bêta pour l'instant, mais l'objectif c'est vraiment de pouvoir accéder à ce service via cette web app. Donc certains dans la salle, je vois, sont déjà en train de le tester, peut-être d'autres à la maison sont en train également de le tester, mais attendez, vous pouvez attendre la fin du forum avec toutes les informations pour le faire, ou le faire un tout petit peu plus tard. On va parler maintenant, si vous voulez bien, du projet sportif fédéral. Quoi de neuf du côté du PSF ? Alors très rapidement, parce qu'on parle depuis beaucoup trop longtemps, simplement pour vous dire... Oui, mais il y a plein d'informations. C'est vrai, quand même. Comme toujours, beaucoup de nouveautés. Sur le PSF, la chose importante, c'est le plan d'action interactif. Le PSF, ce n'est pas uniquement un document figé que vous avez probablement vu, reçu, ou que vous pouvez aussi retrouver sur notre site Internet, mais c'est aussi un plan interactif qui met en avant des actions que vous mettez en place dans vos clubs ou dans les comités ou qu'on peut mettre en place à la fédération. Ça a vocation à évoluer, à être enrichi au fur et à mesure. Une stratégie de développement, ce n'est pas quelque chose de figé. On le veut volontairement vivant. Et donc, ça se passe via cette page du site Internet. Vous y accédez directement via le QR code, le cas échéant. Donc, allez voir. Allez voir. Voilà. Et puis, David, l'aide à la prise de licence. On a tenu à rappeler l'existence de ces deux dispositifs incitatifs à la prise de licence qui permettent aussi de soulager un peu le budget des familles, la souscription des licences, notamment pour les jeunes néo-licenciés. Donc, il s'adresse à un public jeune qui n'a jamais été licencié à la Fédération française de ski, un peu comme moi. Voilà, par exemple. Voilà, pour les inviter à rejoindre un club avec des conditions tarifaires particulières, donc avec une réduction de 10 € qui est financée par Decathlon à travers un programme, Ma première licence by Decathlon. C'est un programme qui existait déjà, qui est reconduit, et puis un dispositif national d'État à travers le pass sport, avec un type de bénéficiaire ciblé par l'État et avec une réduction qui est significative puisqu'il s'agit de 50 € financés par l'État, donc avec des modalités assez pratiques de réduction pour les clubs à travers le compte asso propre à chaque club. Et justement, ça répond à quelques interrogations. Comment associer les réductions liées au passeport Et bien voilà, vous avez la réponse à cette question avec David. Donc attendez parfois avant de poser vos questions, parce qu'en fait, les réponses sont dans ce forum que l'on vit ensemble depuis 18h30. Merci à vous deux pour toutes vos explications. Un bon nombre de questions auxquelles, vous verrez, on vous les adressera, auxquelles on pourra répondre. Maintenant, comme l'a dit Prune tout à l'heure, sur les nouveautés numériques, il y a là toujours la BAO, le générateur de site Internet, la stratégie de contenu. Avec parmi cette stratégie de contenu, bienvenue au club. Justement, parce que bienvenue au club, on regarde tout ça en images. Et coucou. C'est parti pour une belle journée. Allez, attention, écartez-vous. Avant tout, on s'amuse, on essaie de mettre le plus possible d'exercices ludiques pour qu'ils passent aussi des bons moments. Avec le soleil, là la neige est superbe, c'est vraiment un gros plaisir. Ça vous a plu cette journée? C'est qui? Et bienvenue au club et bienvenue à nos deux nouveaux invités en plateau, Samuel et Nicolas.
Ça va ? Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. On nous pose déjà une question, est-ce que cette vidéo pourrait être vue en replay ou pas ? On parle bien sûr du forum. Eh bien, sachez que dès demain matin, elle sera disponible sur FFS TV et vous pourrez revoir, partager tout ce qui a été dit ce soir et naturellement adresser d'autres questions. On va parler de formation et d'accompagnement des structures. On a besoin aujourd'hui plus de formés et plus d'accompagnés, Samuel. Oui, on va continuer sur les nouveautés de la rentrée et on s'est attelé sur cette saison à travailler sur une question qui est vraiment fondamentale, c'est la valorisation et la reconnaissance du bénévolat. Vous êtes toutes et tous concernés, que ce soit sur place ou que ce soit en ligne. Aujourd'hui, il n'y a pas une réponse unique, d'accord, à cette question-là. Et à cette problématique globale, on a couplé un taux de turnover important dans les clubs. On se rend compte que sur les fonctions de dirigeants, voilà, il y a un taux de turnover important. Et par rapport à ces deux problématiques et ces deux éléments, on a souhaité, sur cette saison 2024-2025, travailler beaucoup, lancer un vaste programme de formation des dirigeants. C'est-à-dire qu'on parle très souvent de formation des encadrants, et c'est très bien. On parle de formation des officiels et des juges, c'est très bien, mais on oublie parfois, ou en tout cas on appuie moins sur la formation des dirigeants, tout à fait. Et du coup, on a souhaité lancer ce grand programme. Je ne vous le cache pas que c'est un peu presque en live, hein, parce que c'est tout nouveau. Hein. L'email d'information partira demain matin, voilà, si tout se passe bien, en même temps que le replay. Exactement. Ça dépend de l'heure. Et ce programme de formation, il s'appuie sur 3 piliers, 3 éléments principaux. Le premier, c'est un programme qui s'adresse uniquement aux nouveaux dirigeants. J'en dirai un mot tout à l'heure. Un programme d'onboarding. Je m'excuse pour l'anglicisme, mais j'étais absolument obligé. Le deuxième, c'est un programme de formation à la carte en visio, d'accord, accessible à tous les dirigeants. On va aussi en dire un mot tout à l'heure. Et puis le troisième pilier, c'est des rendez-vous ponctuels. Concrètement, on est aujourd'hui sur un de ces rendez-vous ponctuels liés à la formation des dirigeants. On attaque avec le Welcome on Board ? Exactement, le programme d'accueil des nouveaux dirigeants, pour être très clair. L'idée, c'est quoi ? C'est d'accompagner ces nouveaux dirigeants dans leur prise de fonction, entre guillemets. Donc, je suis désolé pour peut-être la plupart d'entre vous, mais l'idée, c'est de s'adresser à des jeunes dirigeants, des dirigeants, qui sont dans ces structures au-delà de président, secrétaire, trésorier, mais depuis moins de 2 ans, d'accord, qui viennent d'arriver un peu, ils ont pris des fonctions bénévoles, à un moment donné, ils ont levé la main, ça peut vous arriver, je pense que vous avez connu tout ça, et du coup de réserver ce programme à ce type de public spécifiquement. Concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Comment ça s'organise ? C'est quoi le dispositif ? L'idée, c'est qu'on va sélectionner, entre guillemets, si on a 300 candidatures, je ne vous cache pas qu'on va être un peu embêté, mais l'idée de départ, c'est de se dire 30 à 40 participants, voilà, des dirigeants partout en France qui ont pris leur poste et leur mission depuis moins de 2 ans. Et on va leur proposer 5 visios d'1 heure sur 5 mardis, je vais y venir tout à l'heure, 5 visios d'1 heure pendant 1 mois, donc uniquement à distance, et un groupe WhatsApp, s'ils le souhaitent, hein, encore une fois, ce n'est pas obligatoire, pour avoir un aspect communautaire et que ces nouveaux dirigeants puissent entre elles et entre eux, partager leurs retours, leurs ressentis, leurs questions, etc. Concrètement, comment ça se passe ? On a ces 5 thématiques qui sont prévues. Donc la fédération et son écosystème, donc quelque chose d'assez général. Des aspects juridiques, ensuite, financiers, bien sûr. Une partie liée à la formation. Et puis des concepts, entre guillemets, de base liés à la communication. Vous avez déjà les dates qui sont disponibles ici, hein, du 19 novembre au 17 décembre. Tous les mardis, ça. Tous les mardis, de 12h30 à 13h30. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, que le courriel d'invitation, l'information liée à cette formation des dirigeants, elle partirait demain. Courant de semaine prochaine, on enverra un mail spécifique sur ce programme de formation des nouveaux dirigeants, d'accueil des nouveaux dirigeants, pour que les dirigeants des comités, des clubs puissent s'inscrire. Parfait. Donc ça, c'est pour le bienvenue à bord. Ça, c'est le premier pilier. Exactement, bienvenue à bord. Le deuxième pilier, il est lié à des sessions thématiques, puisqu'on lance, entre guillemets, des formations qui s'adressent à une partie des dirigeants, hein, simplement ceux qui viennent d'arriver depuis moins de 2 ans. L'idée, c'était aussi de proposer des formations thématiques qui s'adressent à toutes et à tous. Et là, on a identifié 3 thématiques principales. Une première thématique liée à la communication et les réseaux sociaux. On en a parlé l'année dernière et je remercie Mélodie, hein, qui avait animé ça avec Valentin. Il y avait eu plus de 100 participants à cette formation. Donc on réitère cette formation liée à la communication et les réseaux sociaux. Vous avez déjà la date. Et puis on met en place un niveau 2.
Je pense plutôt à des clubs qui sont déjà vraiment structurés et ou à des comités de ski où là, on va s'intéresser à peut-être des publications sponsorisées, comment je peux peut-être même utiliser l'intelligence artificielle ou comment ChatGPT peut m'aider dans mes communications sur les réseaux sociaux. Voilà, d'aller un peu plus loin et de former sur ces questions-là. Un deuxième cycle, entre guillemets, des deuxièmes sessions thématiques, exactement, liées à la valorisation de l'expérience bénévole. Là, c'est aussi une manière de répondre à des plus jeunes dirigeants, entre guillemets. On sait que le bénévolat, ça apporte un certain nombre de compétences, d'accord, et l'idée, c'est de pouvoir valoriser aussi ces compétences, un accompagnement, comment... Sur LinkedIn, c'est un exemple très concret, mais je peux valoriser le fait que je suis bénévole, que je suis encadrant au sein de mon club, que je suis officiel. C'est des choses qui sont importantes. Et puis une troisième session que vous attendez toutes et tous, évidemment, la session juridique au mois de mai. Il est très probable que Prune sera aux manettes. Pour répondre encore une fois à toutes vos questions, l'idée, c'est d'avoir des moments qui soient suffisamment interactifs, je vais dire un peu moins institutionnels que ce soir, mais voilà, interactifs et en visio. Ça, c'était donc le deuxième pilier. Merci. Et nous arrivons donc au troisième. Le troisième pilier, c'est des grands rendez-vous ou des conférences thématiques. Il y en a une ce soir, hein, vous êtes présents et c'est très bien, c'est le Forum des clubs. Il y en aura une le 5 novembre, même configuration, on en a dit un mot tout à l'heure. Lutte contre les violences dans le sport et contre le cyberharcèlement. Donc ça sera en format mixte, encore une fois, ici dans les locaux à la Fédération française de ski et en direct sur FFS TV et sur cette plateforme qui permet d'avoir un chat interactif et plateforme qu'on adore. Donc, vous l'avez noté déjà, cette date 5 novembre, ça sera ici. Donc, ceux qui sont potentiellement dans la salle ce soir, vous pourrez revenir. Et puis ceux qui sont à distance, vous pourrez également suivre ce rendez-vous, comme l'a dit Samuel. Donc, ce troisième pilier, le côté grand rendez-vous. On va s'intéresser, on va continuer dans cette notion de la formation, pilier essentiel de la politique fédérale. Focus sur cette thématique, hein, clairement, Nicolas Coulmy, vous êtes responsable, pour ceux qui ne vous connaissent pas, hein, du pôle développement, formation et suivi technique à la DTN. En quoi ces formations constituent-elles finalement un élément de la stratégie fédérale, Nicolas ? Alors, formation fédérale bénévole, ce n'est pas une nouveauté, mais ça permet de se renouveler, malgré tout. Ça permet d'imaginer l'avenir. Souvent, le moniteur fédéral, c'est celui qui personnalise le dynamisme du club devant les licenciés qui se présentent. Donc, il y a un vrai enjeu d'avoir des moniteurs bénévoles formés. Ils sont formés pour accompagner le progrès des licenciés, des licenciés et des non-licenciés qui pourraient devenir licenciés plus tard, et dans des disciplines qu'on a voulu au fil du temps avec un panel de plus en plus important pour pouvoir répondre à des motivations aussi différentes. Donc ça sous-entend évidemment la multiglisse, donc des disciplines dites classiques, ski alpin, ski de fond, biathlon, etc., mais aussi tout ce qui est randonnée. On oublie beaucoup que la fédération propose la randonnée et sous différentes formes, la randonnée qu'on pourrait dire alpine, la randonnée nordique aussi. Et puis on a aussi créé il y a quelques années déjà un initiateur ski de randonnée sur piste. Hein. C'est ce qu'on voit souvent l'hiver au bord des pistes, les gens qui remontent au bord des pistes. C'est maintenant devenu assez courant, et notamment depuis le Covid. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce type de séance ? Eh bien, on a des licenciés, moniteurs fédéraux qui sont spécialisés justement pour accompagner un public sur ces activités-là. Alors évidemment, dans les clubs, il existe des professionnels qui encadrent aussi, et ils ont toute leur place, bien évidemment. Mais le fait de rappeler qu'il y a un enjeu à avoir aussi des moniteurs fédéraux bénévoles dans un club, c'est aussi une manière de montrer que des bénévoles peuvent être encadrés par leurs pairs, hein, des gens qui ont le même statut qu'eux. Et on est aussi un peu pédagogiquement dans une relation de même niveau. Hein. Ce n'est pas descendant, c'est un accompagnement. Accompagner, c'est je ne te tire pas devant, hein, j'avance en même temps que toi. J'avance en même temps que toi. Et donc ça aussi, tout à l'heure Samuel a parlé de valorisation. Ça, c'est une forme aussi de valorisation pour ces moniteurs fédéraux. Comment la Fédération française de ski structure et soutient son dispositif de formation d'encadrant bénévole ? Eh bien, la formation bénévole est organisée comme beaucoup d'autres secteurs à la Fédération avec une commission nationale qui est très active et qui pilote la stratégie sportive de formation et la structuration des différents cursus, des différentes disciplines qu'on a déjà notées.
Cette commission, elle travaille en lien étroit avec la DTN dont je fais partie. Et c'est l'occasion de mentionner l'arrivée cette année de Xavier Poirot qui arrive à la DTN en tant que responsable de la formation et qui pourra être aussi un de vos interlocuteurs dans les clubs. Donc il faut noter que la DTN est là pour appliquer la politique fédérale. Hein, donc il faut souligner ce lien étroit qu'il y a avec la Commission nationale. Souligner également que les décisions qui sont prises par cette commission est conforme, en tout cas suit de manière assez serrée ce qui a été évoqué tout à l'heure, le PSF, qui est véritablement le plan de développement de la fédération. Donc il y a une cohérence entre le plan de développement de la fédération et la manière dont sont formés aussi les moniteurs fédéraux. Et enfin, rappeler que l'enjeu général, c'est quand même de former des bénévoles qui encadrent dans des disciplines, on l'a dit, variées, pour s'adapter à des motivations, mais aussi à des évolutions sociétales de pratiques et des évolutions climatiques, dont on parle beaucoup. Et le fait d'avoir un panel important de disciplines encadrées va très certainement permettre de mieux s'adapter finalement à ce qui arrive, ce qui est déjà en fait en place. Et puis la facilitation de l'accès à la formation, c'est quelque chose qui est important, c'est aussi une forme de valorisation là. Rappelons qu'il existe la campagne ANS PSF qui est véritablement le levier financier de ce secteur, comme pour d'autres, puisque 200 000 € est distribué via cette campagne au secteur formation, via les clubs et les comités de ski. Et donc, il faut rappeler que les clubs peuvent vraiment s'appuyer sur ce dispositif, et pourquoi pas en combinant avec d'autres dispositifs territoriaux, etc. En fait, une formation moniteur fédéral bénévole devrait rien coûter, quasiment, si on utilise bien tous ces dispositifs, devrait rien coûter, en tout cas aux licenciés qui voudraient se former. Peut-être une question, pendant que certains les préparent, ou dans la salle, ou via le chat, peut-être une première question à vous adresser. Que peut-on proposer finalement à un jeune qui, avant 18 ans, a envie de s'impliquer et d'encadrer des groupes? Alors ça, la commission l'a pris en compte déjà l'année dernière en abaissant l'âge d'entrée en formation. Il était de 17 ans, il a été descendu à 16 ans. Okay. Alors pour l'ensemble des disciplines, mais ce n'est pas pour toutes les disciplines, ça a été rappelé tout à l'heure, il y a certains enjeux de sécurité dans des disciplines telles que le biathlon, le hors-piste, où là, ça reste 18 ans. Et pour les activités de randonnée, alpine ou nordique, eh bien, ça reste 21 ans. Donc ça, c'est la première manière de répondre, c'est un accès plus tôt. Et puis, un autre élément qu'il faut porter à la connaissance des présidents de club et des licenciés de manière générale, c'est le fait que la Commission a décidé depuis quelque temps de favoriser l'accès à des jeunes compétiteurs dans différentes disciplines qui voudraient rentrer en formation, en tout cas pour qui c'est un projet pour le futur. Or, on sait qu'il y a une perte, hein, les jeunes qui passent le bac et qui partent en études supérieures, souvent on a du mal à les garder actifs dans un club. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un cursus adapté. Ça sous-entend un aménagement finalement du cursus pour les amener jusqu'au 3e niveau, hein, l'entraîneur fédéral, de manière donc facilitée. C'est très clair. Donc, si vous avez envie de vous engager, eh bien, vous pouvez désormais, dès 16 ans, vous engager, sauf pour les disciplines que vous venez d'évoquer à l'instant. Pas plus de questions. Sur le chat, beaucoup de questions sur l'assurance. Il y aura donc beaucoup de réponses sur le sujet. Ça suscite de vastes questions qui sont répondues sur le sujet. Mais pour l'instant, on a parlé avec Samuel et Nicolas bien de cet aspect formation, valorisation avec toutes ces séances. Donc notez bien que toutes les dates qui ont été données, puis vous pourrez, via le replay ou via le site, retrouver toutes ces informations. 1924-2024, 100 ans. Eh bien, c'est l'année qui a été évoquée. C'était évoqué tout à l'heure par Fabien Saïez. Mais avant de parler de tout cela, écoutez ce que vous avez à nous dire sur ces 100 ans. « 1924 La Fédération française de ski, elle a 100 ans. Et elle est bien partie pour en faire 100 de plus. Les ski clubs sont au cœur de la FFS depuis 100 ans. 100 ans d'histoire de glisse. 100 ans de sport. 100 ans d'amitié. 100 ans d'aventure humaine. De convivialité. De ski. 100 ans de bénévolat et de passion. De succès. 100 ans de fun. Depuis
discipline qui s'adapte aussi aux besoins de la société. Et maintenant, pour les 100 ans à venir, Je souhaite à la Fédération française de ski 100 ans de glisse, de ski, de passion et de bonheur. À former encore de super athlètes. Du bonheur pour tous les pratiquants. et de poursuivre son engagement auprès des bénévoles. Qui restent le cœur de motivation des clubs et qui leur permettent d'exister envers et contre tout. 1924-2024. Une grande histoire à poursuivre ensemble. 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 En effet, une grande histoire à poursuivre ensemble. Moi, ça fait qu'un dixième des 100 ans que je passe avec vous. C'est un vrai plaisir et j'ai bien envie de continuer avec vous parce que c'est vraiment une fédération qui fait preuve de résilience et qui sait avancer même dans des moments parfois difficiles. Donc bravo, et puis bravo à tous les dirigeants de nos clubs qui sont dans cette salle et derrière l'écran parce que c'est porté également par un projet sportif fédéral et par des athlètes. Donc vraiment, ça vient du cœur et c'est sincère. Parlons de ce centenaire, Sam. Alors, il y a plein de choses avec Mélodie, vous allez nous parler de plein de choses. On parle d'identité graphique, on voit ce logo se sentant un peu partout. Qu'est-ce qu'on peut préciser sur cette partie communication ? D'abord, bonsoir à tous. Et je suis ravie de vous présenter ce soir très succinctement toutes les actions digitales qui ont été menées en ce début d'année. Parce que voilà, 100 ans, c'est pas tous les jours. Donc forcément, on a fait un petit plan de communication un petit peu particulier pour l'occasion. Alors, exactement. Hop. Et là, on va découvrir. Voilà. Donc, tout d'abord, on a travaillé sur un bloc marque spécifique à ces 100 ans qu'on utilise en lieu et place du logo traditionnel depuis le début de l'année. On l'a voulu épurer, marqué d'or, avec 2 planches de bois qui rappellent les origines du ski, tout simplement. Et puis ensuite, on est parti sur la construction d'un storytelling qu'on a débuté d'abord sur le site internet ffs.fr avec une entrée 100 ans qui est structurée en 3 parties. On a d'abord une page sur les dates clés qui sont les fondations de l'histoire de la fédération. On a ensuite une page sur les revues, c'est-à-dire qu'on a numérisé tous les numéros des magazines du ski français en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. Un gros travail. D'ailleurs, cette indexation n'est toujours pas terminée, vu la richesse des numéros et de leur contenu. Donc, on vous invitera, on va mettre sûrement le lien sur le chat, à aller consulter cette page-là. Et puis, enfin, une page infographie sur 9 thèmes qu'on a délibérément choisis de développer, par exemple l'évolution des pratiques, des clubs, de la licence, du matériel, de la place de la femme dans le ski, etc. Donc c'est un travail monumental et riche qu'on a pris plaisir, nos services de communication, à faire, à l'aide de toutes les mémoires vives de la fédération, que sont les salariés, mais également à des personnes qui connaissent merveilleusement bien l'histoire de la fédération. Je pense notamment à Gilles Chapaz et Jean Dodignon, qu'on remercie. Et donc, en fait, ces infographies, je l'espère, vous les avez peut-être vues sur les réseaux. On les a valorisées sur tous nos outils digitaux, avec plus de 300 000 impressions. Donc, grosso modo, les impressions, ce sont le nombre de vues. Donc, c'est un résultat qui est encourageant pour nous sur ce type de communication fédérale, qui a parfois un petit peu moins la cote que des résultats sportifs d'équipe de France. Donc, voilà, on est ravis d'avoir travaillé sur ces sujets-là. C'est également mis en avant, je crois, dans vos envois de newsletters, je crois. Exactement, on a essayé de les valoriser aussi auprès des licenciés, des clubs et des personnes qui nous suivent via une newsletter de la FFS un petit peu plus globale. Et donc, du coup, pour faire un petit peu le focus sur ces infographies, voici un petit exemple. Et puis, les thèmes plus précisément qu'on a travaillé tout au long de cette année. Et donc... ce storytelling, il continue avec une dernière étape de promotion de notre film anniversaire, avec 6 teasers qu'on a concoctés et puis qu'on va distiller jusqu'à la mi-octobre, qui sera la date de la grande première de ce film. Il était une fois le ski. Et là, je vais laisser la parole à ce sujet. 52 minutes, c'est ça ? Tout à fait, un film de 52 minutes qu'on est en train de finaliser. La grande première sera le 16 octobre, tu l'as dit. Peut-être avant de donner davantage de détails. On regarde tout ça ? Allez, on regarde le petit teaser. Il était une fois 2 planches de bois.
pas pensé à faire une course de descente. C'est encore à l'est et brillant. Bravo, mon vieux, t'as bien gagné. Rassemblement pour les Jeux de la Neige. Pour tête les débutants. Dans leur ski, il n'y a pas de limite technique. Skier, c'est avant tout s'amuser, pour le seul plaisir physique. Franck Picard a rendez-vous avec le podium olympique. Allez là, c'est superbe sous la neige. Elle a surgi de nulle part pour l'emporter. Il était une fois le ski à découvrir. Très prochainement, on a vu quelques partenaires qui ont aidé à la création de ce film. Il était une fois, donc le rendez-vous, c'est quand ça ? Le 16 octobre pour la grande première. Et peut-être avant de détailler, je voudrais quand même m'associer à Mélodie sur le remerciement auprès de Gilles Chapaz. 52 minutes, ça fait beaucoup d'images. Il y en a plein qui sont évidemment connus. Juste une petite anecdote peut-être. On a déménagé les locaux il y a 1 an et demi maintenant, une grosse année peut-être, si je dis une bêtise, ou peut-être 2 ans, bref, peu importe. Lorsqu'on a vidé les locaux, on a retrouvé des vieilles bobines. On a retrouvé 90 à 100. Il y avait 2 gros cartons de vieilles bobines, des formats que je ne connais absolument pas. On les a toutes regardées. Il y avait certaines images, vous imaginez bien, 100 bobines de 20 minutes chacune, enfin, entre 6 et 20 minutes selon les formats. Ça fait quand même du temps de visionnage. On les a regardées, et il y en a certaines qui étaient originales. Donc il y a des images dans ce film notamment qui sont quand même très singulières et qui ont entre guillemets jamais été vues, ou en tout cas pas vues depuis de nombreuses années, puisque vu l'état des bobines et du carton, ça fait un moment qu'on les avait pas sortis. Peut-être pour revenir sur le film et sur un ton un peu plus sérieux, effectivement le 16 octobre c'est la grande première. Nous l'enjeu derrière c'est que ce film il soit valorisé, il soit diffusé, ça devienne un outil aussi, c'est notre histoire à toutes et tous. Donc on en a parlé un peu récemment lors d'un comité directeur. L'idée, c'est que les structures qui le souhaitent, je pense notamment à des comités de ski ou à des regroupements de clubs qui souhaitent le diffuser, évidemment, ils y auront accès. Évidemment, on va libérer, entre guillemets, les droits de diffusion. Mais on est aussi là pour vous accompagner pour la mise en place. Si vous devez, par exemple, louer une salle de cinéma de manière très concrète, on peut vous accompagner sur ces questions-là. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment valoriser ce film, le diffuser et que l'ensemble de nos licenciés, l'ensemble de nos structures puissent en profiter. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi après le forum, même demain ou lundi, pas forcément ce soir à 21h. On répondra. C'est l'heure pour regarder un film. Et on vous accompagnera. Alors évidemment, si vous faites un petit visionnage dans le local du club, c'est très bien, mais il n'y a pas besoin d'accompagnement, entre guillemets. Mais si vous voulez mettre en place quelque chose d'un peu plus conséquent, parce que 52 minutes, ça reste un vrai film, c'est une vraie production, on est là pour vous accompagner. Et puis, j'aurais peut-être pu aussi commencer par ça. 16 octobre, la grande première. Ensuite, il y aura une diffusion, c'est une coproduction France TV. Il y aura une diffusion sur France TV. Je ne peux pas vous dire exactement où et comment pour l'instant, puisque c'est encore en discussion. Exactement. Bientôt, en tout cas, il était une fois le ski sera à découvrir sur les réseaux de France Télévisions et la date vous sera naturellement communiquée. Justement, quand on s'attache aux racines, 100 ans, c'est également l'occasion de faire un bilan ou de revoir des images assez singulières, comme vous l'avez dit à l'instant, mais c'est aussi le moment de se poser les questions et d'imaginer le ski club de demain. Et si on essayait finalement, Sam, de faire autrement, différemment, c'est un peu ça l'idée aussi. Oui. Tout à fait. L'idée de départ, c'est déjà de se dire célébrer nos 100 ans, c'est impératif. Mais il y avait la volonté du comité directeur aussi de dire il faut qu'on se serve de ces célébrations. Ce n'est pas simplement une rétrospective, c'est aussi une manière de tracer des perspectives et d'imaginer un petit peu la suite, d'imaginer le futur. Et parmi les différentes réflexions qu'on a pu mener, l'idée c'était de faire un zoom sur un dispositif un peu particulier, qui est le dispositif Imagine le ski club de demain, qu'on a mis en place au printemps. J'en profite pour saluer Valentin dans la salle, qui était un des participants, je vais y venir, et puis Romain, qui était un des animateurs. Concrètement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure, on a parlé de la formation des dirigeants et ce fameux programme d'accueil des nouveaux dirigeants, pas d'anglicisme. Même principe pour ces jeunes, Imagine le ski club de demain.
on a réuni en fait 35 jeunes dirigeants, 33 exactement, hein, de moins de 35 ans. On leur a proposé 3 séances en visio d'1 heure qu'on appelait inspirationnelles, entre guillemets, avec un expert, d'accord, notamment le président de la Fédération française de badminton, hein, notamment Johan Penel. Donc pour pouvoir les inspirer, on a créé un groupe WhatsApp donc pendant 1 mois et demi pour qu'ils puissent partager, échanger et se confronter et confronter un peu leurs idées. Et ensuite, on les a réunis un week-end juste après l'Assemblée générale, donc le 1er et le 2 juin 2024, autour d'une animation très spécifique, hein, type ce qu'on appelle Serious Game, d'accord, avec des jeux de rôle, pour pouvoir créer, pour pouvoir proposer 15 fiches actions. On a été accompagné par ERCOP sur ce sujet, c'était vraiment très positif. Et des moments de restitution. Concrètement, aujourd'hui, où on en est, parce que c'est ça qui est intéressant, hein, on imagine le ski club de demain, mais à quoi il va ressembler, c'est quand même ça la question. On est en train de finaliser un magazine qui est leur héritage, qui est leur rendu. Et l'idée, c'est de pouvoir venir confronter ce magazine, courant novembre, à la vision des élus de la fédération pour pouvoir tracer, peut-être prendre sur ces 15 actions, 1, 2, 3 actions, s'engager et puis avancer sur ces actions. Ce qui fait donc plein de sujets, vous venez de le dire, s'emparer de ces propositions, c'est aussi l'occasion de se projeter à long terme et d'envisager les choses différemment. Oui, et puis en fait, concrètement, on a été presque agréablement surpris par le dispositif, Il y avait des propositions forcément qui sont pas... on leur a dit d'être complètement disruptifs et d'être libres de proposer. Donc sur les 15 actions, il y en a forcément qui sont peu opérationnelles, faisables, mais il y en a certaines qui sont pour la plupart, enfin pour certaines en tout cas, très simples à mettre en place. Donc comment on s'empare de ces propositions? Et puisque ce groupe de travail a su être créatif, je dis groupe de travail, c'est pas forcément le terme, mais puisque ça a su être créatif, comment on se sert de toute cette énergie pour se projeter vers une stratégie à plus long terme, pour envisager quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, ou en tout cas pour sortir un petit peu de notre zone de confort et permettre à ces jeunes dirigeants, avec des profils très différents, des encadrants fédéraux, des trésoriers, il y avait des présidents de clubs, il y avait des licenciés pas encore dirigeants, enfin, je rebondis sur ce que disait Nicolas, mais compétiteurs ou anciens compétiteurs. Il y avait 2 athlètes inscrits dans le PPF aujourd'hui, projet de performance fédérale. Comment on se sert de ces propositions pour peut-être faire différemment, ou en tout cas avoir des idées un peu différentes pour demain. Imagine la FFS de demain, c'est ça un peu? Peut-être. Peut-être. Bon, plein de questions, ok, à venir. C'est ambitieux et il y a encore beaucoup de travail à venir? Le travail, il est énorme, honnêtement. Mais c'est ça qui rend ce challenge hyper intéressant. Le travail, il est d'autant plus énorme, et on s'en est rendu compte avec ces jeunes dirigeants, que le profil de nos territoires, il est vraiment différent. La problématique du bénévolat et de l'engagement bénévole, elle est différente sur les territoires. La problématique de l'enneigement, elle est différente selon les territoires. La problématique de l'accès aux lieux de pratique, il est différent selon les territoires. Donc de s'emparer de toutes ces problématiques et de construire une stratégie cohérente, là est l'enjeu. Et c'est à la fois un peu excitant, mais compliqué. Oui, mais on retiendra l'excitation. Hein, on est d'accord, Sam? Justement, on vient de voir ce programme, tout ce qui a été fait sur l'aspect de la communication. On parle de ce 16 octobre avec ce film. On vient de parler à l'instant de cette imagination du ski club de demain, en tout cas tout le travail qui a été fait. Pour parler avec nous justement de ce programme ambitieux, est avec nous en duplex et en direct Martine Colli, qui est donc vice-présidente de la Fédération française de ski. Et vous êtes également élue par ailleurs au conseil départemental de l'Isère. Bonsoir Martine, ça va? Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et tous, merci de m'accueillir. Mais avec grand plaisir. On vient de voir tout ce qui a été déployé dans le cadre de ce programme ambitieux. Pourquoi s'être engagé justement dans un programme aussi important, Martine? Alors déjà, il y a eu un débat sur la réalisation du film lui-même et sur cette célébration, parce que on se dit toujours ce qui est derrière, c'est forcément c'est vieux. Voilà, mais finalement, nous avons convaincu le comité directeur, parce qu'on était plusieurs élus à penser que c'était absolument indispensable. Et le comité directeur nous a mandaté, nous avons fait un groupe de travail et nous avons avancé avec bien sûr les professionnels sur la réalisation de ce film, qui sera un héritage, c'est vraiment une forme d'héritage. Et nous en sommes très fiers. Alors moi, j'avais l'expérience des 100 ans du comité régional de ski, où il y avait eu les mêmes interrogations. Et moi, je suis convaincue que quand on connaît son passé, on peut mieux construire l'avenir.
Et aujourd'hui, nous sommes dans ce moment charnière et l'histoire de notre fédération, c'est l'histoire de nos départements, de nos stations, de nos industriels, de nos écoles de ski, de nos comités, de nos clubs, de nos grands événements et bien sûr de nos champions. Et bien dans ce film et puis dans tout ce qui a été fait déjà depuis plusieurs mois, on le retrouve. Et puis ce qui a été dit, c'est que ça va nous aider à construire l'avenir. En tous les cas, c'est le but. L'un des enjeux, ça a été évoqué il y a quelques instants par Samuel, c'est la diffusion finalement de ce film. Il faut que tous les comités s'en emparent, j'imagine, et vous allez être l'ambassadrice sur ce sujet. Écoute, ambassadrice, je ne sais pas, nous serons chacun d'entre nous les ambassadeurs et ambassadrices parce que la fédération, c'est nous, hein, c'est les dirigeants, c'est les coureurs. Voilà, il faut que nous soyons fiers de ce que nous sommes et puis surtout les acteurs de ce que nous serons. Donc, effectivement, il faut qu'ils soient vus. De partout, que nos jeunes coureurs aussi connaissent leurs anciens champions, parce que quelquefois, moi, alors, du ski freestyle, je m'étonne des coureurs qui ne connaissent plus leurs champions. Donc voilà, je crois que ça va servir aussi à ça. Et puis nous sommes à un moment charnière, ça a été dit, hein, notre fédération, avec les changements climatiques que nous avons à affronter, les problèmes du bénévolat qui ont été évoqués, mais moi Alors moi, je suis carrément optimiste parce que quand je vois aujourd'hui, après ces Jeux olympiques et l'engouement avec ces 45 000 bénévoles, alors bien sûr pour un moment ponctuel, 15 jours, voilà, mais je suis vraiment optimiste parce que dans nos clubs, nous avons tellement d'atouts, des compétences, de l'expertise, mais surtout aussi de la convivialité. Et ça, je crois qu'on l'a oublié parce que à un moment, on s'est focalisé sur nos problèmes financiers et je crois qu'il faut qu'on retrouve ces moments-là dans nos clubs. On a envie de se retrouver dans la fraternité. Alors, c'est peut-être un peu tarte à la crème, mais je crois que c'est une vraie réalité aujourd'hui. On en a besoin. Il y a un dispositif qui a été, évoqué à l'instant, Imagine le ski club de demain, dont on a parlé. C'est essentiel dans ce moment où vous évoquez tous ces changements auxquels nous devons faire face, et nous en sommes les uns et les autres témoins chaque jour. Important d'écouter les jeunes générations, de les embarquer, et qu'à un moment donné, on sache ouvrir et peut-être sortir de notre zone de confort. Absolument, c'est indispensable de les écouter, de les entendre surtout, et puis de les accompagner parce qu'on a une expérience, on peut les aider et le grand défi aujourd'hui, c'est d'être créatif, d'être inventif et les jeunes le sont. Et puis surtout optimiste. Alors moi, j'ai juste un problème, c'est quand Sam se met à parler anglais. Mais alors, je parle anglais, mais il y a des mots que je ne comprends pas. Onboarding, vous y étiez pas. Mais il n'y a pas que celui-là. Voilà. Mais non, mais vraiment, c'est un véritable enjeu. Et vous avez parlé tout à l'heure de la gouvernance aussi. On va rentrer dans un système qui va impliquer beaucoup plus les clubs. On entendait souvent ce discours, oui, la fédération très éloignée. La fédération, c'est les clubs, c'est les dirigeants, c'est les pratiquants. Et l'occasion va être donnée dès maintenant. On a commencé ce changement, mais en 2026, pardon, ça va être vraiment visible. Et je crois que les jeunes générations doivent s'emparer de cela. Vous avez dit créatif et inventif. Si je vais plus loin, est-ce qu'on peut dire disruptif ? Oh, pourquoi pas? Moi, vous savez, je viens du freestyle. Alors, freestyle, tout était possible. Je trouve qu'on devient vraiment conventionnel, même dans le freestyle. Donc, soyons fous. Merci en tout cas pour ce moment d'échange avec vous, et vous l'aurez compris en écoutant, Martine, qu'il faut savoir être créatif, être inventif, se réinventer sans oublier d'où l'on vient, et ça sera l'occasion de célébrer à partir du 16 octobre, de se rappeler et puis d'avancer pour la Fédération française de ski. On va parler maintenant des grands événements et de l'héritage. Je vais demander à Romain Ribou, le responsable RSO, il est juste là, il vient d'arriver. On peut l'applaudir dans la salle s'il vous plaît, parce qu'on encourage nos participants, avec Sam qui nous rejoint. Bonjour Romain, vous venez d'arriver à la Fédération française de ski depuis une dizaine de jours en tant que responsable RSO. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est le développement durable
entre autres. On y viendra. Romain, vous arrivez de Paris 2024. On l'a évoqué à l'instant avec Martine en parlant d'héritage. On aimerait bien avoir justement de votre point de vue un petit retour d'expérience sur cette question de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Qu'est-ce que ça laisse sur un territoire? Qu'est-ce que ça laisse dans la tête des gens? Qu'est-ce que ça laisse en tout point? Alors, c'est un vaste sujet, l'héritage d'un événement comme celui des Jeux Olympiques et Paralympiques, bien sûr, vous pouvez l'imaginer. Il y a 3 aspects importants dans l'héritage des Jeux. Le premier, bien sûr, c'est assez basiquement, c'est l'héritage économique et sur les territoires. Les Jeux de Paris 2024, pour avoir quelques chiffres, c'est à peu près 5 milliards d'euros de marché public ont été du coup passés entre Paris 2024 et donc ce qu'on appelle la Solidéo, qui était donc du coup ceux qui faisaient les ouvrages olympiques et paralympiques. Ça, c'est le chiffre, mais il faut aller voir derrière pour comprendre ce qu'est l'héritage. Derrière ça, derrière ces 5 milliards d'euros de marché, il y a une vraie ambition d'avoir un impact sur les territoires, d'avoir un impact fort sur les territoires. Et ça passe notamment par le fait d'avoir une politique, ce qu'on appelle d'achat responsable, très ambitieuse. On a ouvert le plus possible nos achats et nos marchés aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et ça se fait pas comme ça. Il y avait eu des vrais programmes d'accompagnement. On pense notamment à ESS 2024 et à Entreprise 2024 pour justement faire en sorte que ces petites et moyennes structures puissent avoir accès à nos marchés. Et ça a bien fonctionné, puisque du coup, 80% des marchés des appels d'offres ont été remportés. Dans 80% des marchés, il y a des PME, des TPE et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc ça fonctionne. Et c'est un vrai héritage des Jeux, puisque ces dispositifs sont amenés à perdurer. Ça, c'est des choses, il faut bien avoir en tête que la notion d'héritage, en fait, ce n'est pas uniquement l'après, c'est aussi ce qui se passe avant. La notion d'héritage, elle doit être vraiment sur l'ensemble du cycle de vie de l'événement. Donc ça, c'est très important. Un autre exemple sur les aspects économiques, c'est la signature de la charte sociale. C'est la première fois qu'un événement de cette ampleur signe une charte sociale avec l'ensemble des organisations syndicales du pays, que ce soit les organisations syndicales type CFDT, etc., ou les organisations patronales comme le MEDEF, avec pour objectif de faire en sorte que les conditions de travail des salariés et des sous-traitants soient vraiment respectées. Et ça a été hyper important pour nous. Il y avait 16 engagements sur cette charte sociale. Ça aussi, le comité pour la charte sociale, qui est un organe indépendant de Paris 2024, va être amené à perdurer après les Jeux. Donc ça, c'est vraiment des héritages économiques concrets sur les territoires et qui, du coup, vont être amenés à perdurer pour la suite. Ensuite, bien sûr, il y a l'héritage matériel. Donc celui-là, c'est peut-être celui qui est le plus visible. Même si Paris 2024 a eu un gros effort de sobriété, puisque du coup, il y a 95% des sites, vous le savez peut-être, donc du coup, qui sont des sites qui étaient déjà existants ou des sites temporaires. Et donc, du coup, on n'a pas construit grand-chose. Ça, c'est donc du coup bien pour le troisième héritage, qui est l'héritage environnemental. Mais malgré tout, on a quand même essayé de faire en sorte d'avoir un héritage matériel fort. Et notamment en Seine-Saint-Denis avec donc le site qui a été construit, donc qui est le centre aquatique olympique. Ça, c'est pas juste le fruit du hasard, c'est le fruit d'une vraie réflexion territoriale, puisque la Seine-Saint-Denis, c'est un des départements, vous le savez, les plus pauvres de France, et c'est aussi un des départements qui est le plus carencé en équipement sportif. Et notamment en piscine. Les gamins en Seine-Saint-Denis, ils savent 6 fois moins nager que dans le reste de la France quand ils arrivent au collège. Et donc là, aussi, ça, c'était important de pouvoir offrir à ce territoire. D'ailleurs, il y a plus d'une dizaine de piscines qui vont être après redéployées en Seine-Saint-Denis. Et donc ça, c'est un vrai héritage matériel qui ne se voit pas forcément, en tout cas qui n'est pas forcément connu du grand public, mais qui est vraiment réel vraiment pour les sites. On voit aussi à l'image là, les passerelles qui permettent d'aller du coup entre le Stade de France et donc le centre aquatique, qui permet vraiment aussi de désenclaver et de piétoniser une partie de la Seine-Saint-Denis. Donc ça, c'était hyper important pour Paris 2024. On a fait le lien d'ailleurs avec les héritages matériels et l'héritage social. Et ça me permet de faire la transition entre les deux. Un programme qu'on a développé en lien avec ça, c'est le programme qu'on appelle 1, 2, 3 nager, comme j'ai évoqué. Donc du coup, il y a une carence d'apprentissage et d'accès à la natation, aux équipements, mais il y avait aussi une carence en question d'apprentissage. Et donc là, pareil, on a développé donc un programme
pendant plusieurs années d'apprentissage, c'est celui qu'on voit à l'image, d'apprentissage de la natation pour les gamins de Seine-Saint-Denis et après de toute la France. Et on a permis comme ça de mettre dans l'eau et d'apprendre à nager, en tout cas d'avoir de l'aisance aquatique à près de 36 000 enfants. Enfin, donc vraiment le dernier, donc l'héritage social environnemental. Sur l'environnement, donc ça a été peut-être un peu plus connu, mais donc du coup il y avait l'idée de diviser par deux les émissions de CO2. Si on compare avec les Jeux précédents de Londres et de Rio, on n'a pas pris bien sûr Tokyo parce qu'il y avait le Covid et donc du coup il n'y a pas les spectateurs. Une fois qu'on a dit ça, bien sûr ça c'est une ambition forte. Ce qui reste en héritage, c'est surtout la méthode en fait. Paris 2024 a vraiment fait l'effort de calculer dès le début de l'événement toutes les émissions de carbone, avec une vraie méthode qui compile plus de 10 000 données pour justement avoir une traçabilité la plus fiable possible de cette réduction de l'empreinte carbone. Il y a aussi des méthodes comme le coach climat événement, donc du coup qu'on a aussi légué donc du coup pour les futurs grands événements sportifs. Ça c'est des vraies choses du coup au-delà de notre propre empreinte qu'on a envie de léguer du coup aux futurs événements sportifs. Sur le plan social, il y a énormément de choses. Je pense qu'on a vraiment du coup écrit une page sur ce sujet-là. On parle notamment des 30 minutes d'activité physique et sportive. Il faut savoir que la France est malgré tout, ici on est dans des territoires où les gamins, on a une chance, c'est que les enfants bougent beaucoup, mais c'est malheureusement pas le cas partout en France, et notamment dans les grandes villes et dans les banlieues. Les enfants ne bougent pas assez. On est très loin dans les classements européens et mondiaux sur l'activité physique. Ça a des vraies conséquences sur la santé des enfants et donc du coup sur les dépenses de sécurité sociale, etc. Et donc du coup on a initié, c'est pas grand-chose, mais c'est 30 minutes d'activité physique par jour à l'école, qui du coup ont été pilotés par Paris 2024 et après du coup déclinés par le ministère de l'Éducation nationale. Et ça permet vraiment de remettre le pied à l'étrier de l'activité physique pour des enfants qui en sont très éloignés. Donc ça, c'était hyper important. Un autre exemple, c'est du coup le fonds de dotation que Paris 2024 a créé. Un fonds de dotation pour justement de se dire le sport peut avoir un impact social sur des questions, donc du coup effectivement bien sûr de santé, mais aussi sur des questions d'égalité entre les genres, de changement de regard sur le handicap, ou encore sur des questions de transition écologique. Et donc du coup on a créé ce fonds de dotation qui pour la première fois a réussi à rassembler le monde du sport, des acteurs institutionnels et aussi des partenaires privés qui ont ensemble travaillé et donc donné près de 50 millions d'euros à des projets qui utilisent le sport comme outil d'impact social sur l'ensemble de la France. C'est donc 1500 projets qui ont été aidés en France métropolitaine et dans les Outre-mer. Et donc ça, c'est une première d'avoir effectivement un dispositif comme ça qui rassemble les trois mondes. Voilà. Donc c'est les deux exemples d'héritage, en tout cas sociétal, de Paris 2024. Romain, ce qui veut dire que vous venez d'arriver à la Fédération française de ski, mais en fait tout est déjà prêt pour les prochains Jeux dans les Alpes. En fait, vous avez déjà la liste, tout est fait en fait. Alors, on espère évidemment que les prochains Jeux d'hiver vont suivre effectivement les pas de Paris 2024 sur ces sujets. En tout cas, on a fait en sorte qu'en retour d'expérience, on leur laisse un maximum de choses. C'est sûr que ça permet aussi de créer de la valeur sur les territoires et de favoriser l'acceptabilité, on va dire, des Jeux sur les territoires. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vais œuvrer pour que, en tout cas, ce que j'ai appris à Paris 2024, on puisse le décliner à la fédération et sur les pratiques du ski. En tout cas, sur l'héritage économique, matériel, social et environnemental, que la même chose soit faite, et en tout cas, et puis que les images et puis que les victoires françaises soient aussi nombreuses, et ça sera gagné. On fait ça. Voilà. Ça. Merci Romain pour ce témoignage. Avec plaisir. On peut applaudir Romain déjà pour tout ce qui a été fait sur la partie RSO. On va accueillir maintenant pour la conclusion David qui va nous rejoindre, qui va répondre à, je pense, une question essentielle qui vient de nous être posée. Question-réponse avant de parler de la conclusion. Moi tout seul. Pour toi tout seul, exactement. C'est une question fondamentale, David. Est-ce qu'il est prévu de faire des vêtements avec le logo 100 ans parce que le logo est vraiment sympa? Alors, en termes d'articles promotionnels, je vais peut-être laisser la parole à Hervé, parce que c'est quand même le spécialiste de l'habillement fédéral. Viens nous rejoindre. Et de la visibilité fédérale. Hervé, alors,
Le logo. Hervé se cache, il ne voulait pas parler. Prends le micro par contre, si tu veux qu'on t'entende en direct. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, c'est en phase de réflexion avec nos partenaires prestataires EcoSport qui gèrent la boutique FFS. Donc oui, c'est une ligne qu'on va développer avec le logo des 100 ans. Et bien voilà, la réponse est donnée. Merci Hervé pour cette question. Il n'y en a pas d'autres sur les aspects. Au revoir à tous. Au revoir, merci Hervé. On avait la chance d'avoir à chaque fois le bon interlocuteur pour la réponse. On l'a vu ce soir, beaucoup de sujets, des nouveautés. On l'a vu, les assurances, ça a passionné quand même ce soir sur le chat notamment. Donc il y a eu plein de réponses qui ont été faites. On l'a vu, sujet de gouvernance, sujet de formation des bénévoles. On a parlé du mécénat tout à l'heure également. On le voit, imaginez la fédération de demain. Ça veut dire que c'est une fédération qui plus que jamais est en mouvement et qui a pour but vraiment, avec l'ensemble des dirigeants de club, à un moment donné, de se dire on doit évoluer et c'est maintenant ou jamais. C'est ça ? En tout cas, c'est la sensation que le forum du soir. C'est exactement ça. C'est exactement la réflexion. C'est exactement notre réflexion et puis la direction qu'on veut prendre. On a vu beaucoup de choses ce soir. Je ne vais pas vous reparler d'assurance. Non, je voudrais juste revenir sur ces 100 ans. Parce que 100 ans un siècle, 100 ans d'une fédération, c'est 100 ans d'énormément de choses, d'exploits sportifs, de déception aussi, mais c'est aussi 100 ans d'un bénévolat incroyable, d'une vie dans nos clubs. Alors cette vie, elle est sportive, associative bien entendu, mais sociale aussi. Dans nos clubs, on forme on forme au métier de la montagne, on forme au métier de demain. Ça permet à des jeunes de nos vallées, de nos territoires de montagne, de continuer à vivre et à travailler sur nos territoires. C'est important. C'est important pour nous aussi de replacer le club et l'écosystème fédéral à sa juste place en matière de levier social et économique. Donc c'est 100 ans de beaucoup de choses où la fédération a construit des bases solides. Avec, je l'ai dit, 100 ans de bénévolat. Ça fait d'ailleurs partie de nos grandes priorités pour cette année, mais pas que, pour l'avenir, ça l'a toujours été. Donc on a vraiment l'intention de continuer à se concentrer sur le bénévolat, la valorisation du bénévolat, avec toujours en ligne de mire la satisfaction de nos licenciés à travers nos clubs. Donc les clubs, les licenciés, les bénévoles, nos dirigeants bénévoles, nos encadrants bénévoles, ça c'est une priorité pour nous. On a tous construit 100 ans d'histoire sur ces bases-là. On s'est dit qu'il fallait qu'on construise les 100 prochaines années. Et donc on essaye de faire preuve au maximum d'idées nouvelles, d'innovations, d'où ce programme Imagine le club et la fédération de demain, avec cette expérience des 35 U35. Moi, j'ai adoré ce moment. J'espère qu'il se reproduira. On a la volonté de maintenir ces jeunes dirigeants en contact avec nous pour élaborer l'avenir, parce que l'avenir, il se fait avec l'expérience de ceux qui ont construit la fédération, de ceux qui continuent à gérer les clubs, mais aussi avec les attentes des jeunes dirigeants, et puis des jeunes licenciés, jeunes ou très jeunes, comme toi par exemple, Sébastien, avec ta licence by Decathlon. C'est ça, voilà. 8 ans. Donc on a vraiment cette volonté-là, parce que le monde change vite, le monde change très vite, le monde évolue, le sport aussi, la pratique sportive, tout change très vite, et il faut que les fédérations évoluent vite aussi, et dans le bon sens. Donc c'est aussi en prenant appui sur nos bases, en écoutant les jeunes, qu'on va avancer. Et puis, on a vu quelques images des jeux aussi dans ce film rétrospectif. Évidemment, on a parlé des jeux très rapidement de 2030. C'est une de nos grandes échéances. C'est un événement incroyable. Une chance incroyable également. Il y a peu d'événements qui arrive à procurer, je pense, autant d'émotions pour autant de public. On l'a vu à Paris 2024, ça a été extraordinaire à tout point de vue. On a, nous, la volonté aussi d'être acteurs de l'organisation de ces Jeux, pour qu'ils soient le pendant des Jeux de Paris 2024. Mais on a aussi la volonté que ces Jeux servent de catalyseur pour nos programmes. Et on a la volonté d'inscrire tous nos clubs
on n'est pas focalisé uniquement sur le haut niveau. Alors, bien sûr, évidemment, on nous attend tous sur les résultats sportifs. Donc, on a le devoir de former nos jeunes athlètes, les athlètes, quelques athlètes actuels, mais aussi les jeunes générations d'athlètes pour cette échéance de 2030. Mais on a aussi vraiment la ferme volonté d'inscrire tous nos clubs dans ce cadre-là, dans cette échéance, avec évidemment un héritage profitable à l'ensemble de nos pratiquants et à l'ensemble de nos clubs. Donc c'est un discours volontaire, et comme l'a fait Martine d'ailleurs, Colli tout à l'heure, la vice-présidente de la fédération, on est plein de bonne volonté, plein d'optimisme, et on a la volonté d'associer tout le monde à cette réflexion-là, encore une fois, pour servir au mieux, pour faciliter la vie de nos clubs, de nos dirigeants de clubs, mais aussi pour satisfaire les attentes de nos licenciés. Continuer en étant inventif et créatif. Continuer, c'était les mots de Fabien Sagaz en introduction. Puis on a eu Martine Colli tout à l'heure, inventif et créatif. Merci David pour tout ça. Merci à vous qui étiez là ce soir dans cette salle en présentiel. Merci à tous ceux qui nous ont posé beaucoup de questions. Vous rappelez juste le lien pour si vous voulez vous procurer des documents autres, la BAO, donc bao.ffs.fr. Ça vous permet d'avoir accès à un bon nombre de documents qui ont été évoqués ce soir. Dès demain, le replay, et puis le prochain rendez-vous en digital et en présentiel, ça sera, comme l'a dit Samuel tout à l'heure, le 5 novembre prochain. Merci à tous les intervenants. Merci d'avoir été aussi nombreux en direct à nous suivre ce soir. Merci au public et à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci à tous. Bonne fin de soirée.